Bonjour à tous. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ok, super. Donc on va poursuivre cette journée avec un format un petit peu différent. On va avoir deux dialogues à la suite. Donc dialogue entre deux intervenants et bien évidemment avec vous. Et on va rentrer un petit peu plus précisément dans des questions qui ont été abordées d'un point de vue général dans cette table ronde qui a introduit la journée. Donc pour ce premier dialogue, donc chaque dialogue durera à peu près 45 minutes et on aura une petite pause après, s'il reste du temps bien évidemment, c'est pas gagné. Donc pour ce premier dialogue qui s'intitule donc Biodiversité et climat, même combat, mais des alliances à construire, nous recevons donc Luc Abadi qui est professeur à l'université Pierre et Marie Curie et directeur de l'IEES, donc l'Institut de l'écologie et des sciences de l'environnement à Paris, donc écologue de formation, écologie scientifique. Et nous recevons également Yann Laurence, économiste de formation, qui enseigne à Sciences Po et qui est donc ici en tant que directeur du programme biodiversité de l'IDRI. Messieurs Laurence et Abadi vont présenter brièvement leur vision de ces combats et de ces alliances à construire pendant ces 10 minutes. Et on passera ensuite à des questions-réponses avec la salle. Merci. Je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Donc la question un petit peu qui m'était posée, c'est de voir les liens sur un plan scientifique entre la question du changement climatique et la question de la biodiversité. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, c'est des sciences qui ont été relativement séparées. Et aujourd'hui, quand on aborde la question des liens entre ces deux grandes crises, la première manière de l'aborder, c'est la question des impacts du changement climatique sur la biodiversité, alors qui est une question qui est assez vaste, puisque, avant d'avancer, il faut peut-être préciser ce qu'on entend par biodiversité. Finalement, la biodiversité, c'est un ensemble d'organismes vivants qui sont variables dans l'espace, dans le temps et dans leurs relations. Et donc, pour employer un mot qu'on emploie souvent, mais peut-être on ne mesure pas exactement ce que ça veut dire, tous les systèmes vivants, tous les systèmes de biodiversité sont des systèmes complexes. C'est-à-dire un grand nombre d'acteurs et un très grand nombre d'interactions. Autrement dit, essayer de décrypter comment va réagir l'écosystème et la biodiversité face au changement climatique, c'est ni plus ni moins qu'aborder la question de la dynamique de la complexité, ce qui est un enjeu, il y a une très grande difficulté à avancer sur ces sujets-là. Et j'ai envie de dire que c'est une nécessité absolue d'avancer sur ces sujets-là, puisque, bien entendu, quand on parle d'impact, on va chercher à corriger un certain nombre d'impacts qui nous paraissent indésirables. Et donc, on va être amené à manipuler des systèmes complexes. Et peut-être une bonne manière de poser le problème, c'est de se dire que finalement, cette manipulation des systèmes complexes, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. On n'a jamais arrêté, finalement, d'intervenir sur les systèmes naturels. Mais cette dimension de complexité n'a jamais été réellement prise en compte. L'exemple que je prends toujours sur ce sujet, c'est l'agriculture, qui est un bel exemple de manipulation des organismes vivants, mais dans une vision qui n'a pas intégré cette complexité et qui donne donc la situation d'aujourd'hui, à savoir un tas d'effets collatéraux qui n'étaient pas prévus parce qu'on n'a pas cherché à les voir et à les maîtriser. Donc, en termes d'impact, les grandes questions qui se posent aujourd'hui, c'est finalement la question de la mobilité des espèces, qui est un point clé pour la survie dans un espace où les zones climatiques sont en train d'évoluer. Donc ça pose pour les écologues des questions finalement très, très classiques, qui sont la question de la structuration des communautés. Comment s'organisent les assemblages d'espèces? Comment les espèces se contrôlent les unes les autres? Et comment, derrière cette organisation des assemblages, on obtient une certaine trajectoire qui a qu'on peut définir, qui a un certain format, j'ai envie de dire. Et donc, derrière ça, c'est la question de la résistance au changement ou de la résilience des systèmes. Comment les systèmes sont capables d'évoluer avec l'évolution des paramètres environnementaux. Donc ça, c'est des questions très théoriques, finalement, sur la dynamique des systèmes écologiques complexes. C'est une manière assez classique de voir ce lien entre climat et biodiversité. Peut-être une manière moins évidente de la voir et qui me paraît sous-développée aujourd'hui,
et je pense que c'est un vrai problème, aussi bien dans le cadre de la prédiction du changement que dans la définition des stratégies d'adaptation ou d'atténuation, c'est la question des rétroactions, des feedbacks. Aujourd'hui, on a finalement assez peu travaillé encore la question du retour de la biodiversité sur le changement climatique. Pour caricaturer, la manière classique de voir les choses, c'est en gros la biodiversité, c'est une victime du changement climatique, sauf qu'évidemment, système vivant, enfin le vivant et le climat constituent un système. Et aujourd'hui, puisque le vivant change, sous la pression du changement climatique, l'impact du vivant sur le changement climatique va être modifié. J'ai envie de dire que la biodiversité change le changement climatique en quelque sorte. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très mal connu. Et il est clair que le vivant apparaît déjà pour beaucoup, je vais y revenir tout de suite, comme un outil potentiel pour lutter contre le changement climatique ou s'y adapter. Et donc, on nous propose des actions déjà. Par exemple, forestons. Pour lutter contre le changement climatique, il faut planter des forêts, puisque, alors d'abord, c'est pas tellement à la mode de planter des forêts. Enfin, dans certaines régions du monde, la mode, c'est plutôt de les enlever. Mais si on plante des forêts, on va séquestrer du CO2, donc c'est bon pour le climat. Et c'est là qu'on retombe sur une vision où il n'y a pas la complexité. Parce que le simple lien entre une forêt et le climat, il y a plusieurs mécanismes de lien. Il y a le mécanisme via la séquestration du CO2 qui va vers le refroidissement, mais il y a aussi une mécanique par rapport à la transpiration des végétaux qui relargue de l'eau, donc qui refroidit. Et puis, il y a la question tout simplement de la couleur, ce qu'on appelle l'albédo en langage plus technique. Eh bien, aujourd'hui, selon la situation où on se trouve sous différentes latitudes, l'impact de la forêt sur le changement climatique n'est pas du tout le même. Le consensus scientifique actuel, et donc il peut changer, parce qu'il n'y a encore pas non plus d'énormes quantités de connaissances là-dessus, c'est que planter une forêt dans la zone tropicale, c'est bien, parce que le CO2 est piégé massivement, mais planter une forêt sur la zone boréale, par exemple, dans les régions froides, eh ben, c'est pas bien pour le changement climatique, puisque, en fait, on diminue la capacité du couvert végétal à réfléchir à l'énergie. Et puis chez nous, dans les milieux tempérés, ben, finalement, ça dépend de la situation, ça dépend de la forêt, de son âge, etc. Donc vous voyez que quand je dis qu'il faut accepter le fait qu'on est sur un système complexe, ça a des conséquences ultra pratiques. L'outil foresterie pour répondre au changement climatique peut être un outil positif, mais peut être un outil négatif, parce qu'il agit déjà sur différentes dimensions. Je prends un autre exemple, la question des organismes génétiquement modifiés. On entend dire de temps en temps, ah bah oui, par exemple en agriculture, le climat va se réchauffer, il va y avoir un problème d'alimentation en eau. On va donc essayer de fabriquer ou de sélectionner des organismes résistants à la sécheresse. Bon, pourquoi pas. Sauf que l'organisme résistant à la sécheresse, que vous allez bricoler en jouant sur des propriétés physiologiques ou morphologiques, peu importe, eh bien après vous allez le remettre dans un système. Et puis la théorie écologique nous dit que si on gagne en performance sur tel ou tel aspect, par exemple la résistance à la sécheresse, on a des chances de perdre sur d'autres performances de l'organisme. Et donc encore une fois, la question de la modification ou de la sélection de l'organisme, le vrai problème qui se pose, c'est que c'est jamais conçu, justement, dans le système complexe, au moment où cet organisme va devenir actif et va participer à la dynamique du système dans lequel il est inséré. Donc ça, c'est un vrai défi aussi intellectuel. Il y a une manière de concevoir les choses qu'il faut changer. Alors, donc, climat, impact sur la biodiversité, retour de la biodiversité sur le climat. Donc on a un ensemble, on a un système complexe, et c'est comme ça qu'il faut raisonner si on veut être capable de mettre au point des outils d'intervention. Alors, je peux dire un petit mot sur l'agroécologie et sur l'agriculture en général. Ça a été dit avant, mais je pense que ça, c'est absolument clé. La plupart des enjeux climatiques et de biodiversité convergent sur la question de l'agriculture. Et donc, l'invention d'une agriculture nouvelle, d'une véritable agroécologie, je pense que vraiment, c'est une clé majeure pour résoudre ces questions dans le futur. Et dans l'agroécologie, il y a deux manières de concevoir l'agroécologie, pardon. Il y a une agroécologie qui serait une agriculture propre, moins dispendieuse en énergie, etc. Pas de problème, on avance là-dessus. Mais il y a aussi une conception de l'agriculture. Je pense vraiment, en tant qu'écologue scientifique, qu'il y a manière de concevoir une agriculture productive sur des bases absolument différentes de celles sur lesquelles est construite l'agriculture productiviste
aujourd'hui. On a de nombreux exemples dans les systèmes naturels, de systèmes qui tournent, qui sont productifs, qui sont résilients, qui sont efficaces en termes d'usage des ressources. Donc dans agroécologie, il y a écologie au sens scientifique du terme, et la théorie écologique, on a quand même des connaissances, des règles générales. La complexité n'est complexe tant qu'on ne sait pas donner le mal de la comprendre, hein. Une fois qu'on a investi là-dedans, on a des règles générales qui émergent, qui sont utilisables en agriculture pour renouveler un petit peu les approches. Et le dernier point, j'arrête là. Si on fait de l'agroécologie, de l'ingénierie écologique, c'est à une échelle locale. Si on change d'échelle, on passe à ce qu'on appelle la géo-ingénierie, qui là envisage, puisque c'est la planète qui est malade, eh bien on va soigner la planète. Il y a des solutions écologiques, ou présentées comme telles, ou biologiques en tout cas, qui sont évoquées. Là encore, il n'y a aucune vision systémique des choses, hein. On connaît l'histoire du fer, par exemple, balancé dans l'océan pour stimuler la production planctonique et donc la fixation du CO2. En fait, quand vous faites ça, vous déstabilisez le premier niveau de l'organisation du système vivant dans l'océan. Vous ne savez pas ce que vous faites. Voilà. Donc, la prise en compte de la complexité écologique est une clé absolue, est une obligation. Si on ne veut pas, à travers des approches réparatrices, déclencher plus de problèmes qu'on va en régler. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va passer donc à l'intervention de Yann Laurence. Même combat, mais des alliances à construire. On vous écoute. Merci beaucoup. Alors, effectivement, pour réfléchir à cette question, et notamment, je crois que c'est des termes précis du programme, la question de faire monter en puissance l'action environnementale en renforçant la synergie stratégique entre les thèmes de la biodiversité et du climat. Je voudrais vous proposer une série d'observations, d'hypothèses plutôt mises en discussion. Ce ne sont pas des travaux très mûrs, c'est vraiment des réflexions qu'on a élaborées avec Alexandre avant cette journée pour vraiment lancer le débat. Alors, pour simplifier, je voudrais commencer par... On va supposer deux filières d'acteurs regroupées autour d'un enjeu qui sont dominants pour elles, en termes normatifs, en termes de ce qu'elles défendent, de ce qu'elles veulent pour la société. La filière, d'une part, biodiversité, et la filière, d'autre part, climat-énergie. Supposons ça. Et donc, du coup, la question des synergies entre ces deux filières, la recherche de stratégies, d'alliances, est à mon sens, si on prend les choses comme ça, empreinte d'une certaine gêne, d'une certaine difficulté, qui ne dit pas son nom, moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Je sens une certaine difficulté et que je voudrais vous proposer de contribuer à éclairer. Elle se pose, cette synergie, cette réflexion stratégique se pose dans un contexte où la lutte contre le changement climatique a suscité maintenant une mobilisation qui, sur l'agenda de la politique, lui donne un certain nombre de perspectives, on les connaît. Et par exemple, puisqu'on parle de la campagne électorale, j'ai cru pouvoir observer, c'est pas une analyse très rigoureuse, mais j'ai cru pouvoir observer que le dénominateur commun d'à peu près tous les programmes de candidats, c'est une mention de la transition énergétique, plus ou moins approfondie. C'est le dénominateur commun. Avec des différences, certes, d'approche et de degrés, mais ce que je veux dire, c'est que même les candidats pour lesquels l'environnement est secondaire dans le programme, ou subordonné à d'autres enjeux, ces candidats retiennent quand même la transition énergétique. Et donc, on pourrait dire d'une certaine manière que la filière climat a le vent en poupe, politiquement, et que la filière biodiversité se vit un peu comme délaissée. Et en gros, comme essayant de monter dans ce bateau pour profiter du vent, puisque le vent est en poupe. Mais il faut voir aussi qu'elle est aussi vue par la filière climat-énergie comme une rabat-joie, parfois, une empêcheuse de tourner en rond, qui va commencer à discuter dès qu'on a une solution géniale pour continuer à émettre du carbone en le stockant dans les arbres ou dans l'océan. Elle va nous dire « Ah bah non, ça pose un problème ou alors les éoliennes, etc. Et du coup, on a du mal à avoir un axe de stratégie commune. Comment faire pour travailler ensemble et faire quelque part, faire une stratégie. Alors, pour moi, ce malaise s'explique peut-être, c'est encore une hypothèse, en partie par un paradoxe qui serait central et sur lequel je voudrais vous apporter une contribution dans l'optique de penser cette question pour la journée. Et ce paradoxe, pour moi, c'est qu'on a tendance peut-être trop à focaliser la réflexion sur la synergie et les stratégies communes autour des actions mixtes. Qui essayent des actions mixtes, je vais illustrer ça juste après, ou multi-objectifs,
qui essaie d'avoir les objectifs ensemble, alors que peut-être que la synergie politique, la stratégie d'alliance, se trouve peut-être plus facilement par une prise en compte, au contraire, réciproque des filières dans leurs actions entre guillemets pures, je ne sais pas si ça existe, mais spécifiques, on va dire. Je vais essayer d'illustrer ça. Prenons des thèmes d'action environnementaux selon une liste personnelle qui est pareil, qui n'est pas constituée selon une démarche très rigoureuse, mais qui devrait fonctionner et que je prétends pas ni exhaustive ni intangible. Partons des actions typiques, spécifiques de la filière biodiversité et protection de la nature. Lucien a rappelé que la filière biodiversité, la biodiversité, c'est aussi un terme abstrait pour parler de quelque chose qui avant s'appelait protection de la nature. On pourrait dire, donc à un extrême du spectre, de ce côté-là, que les actions qu'on trouverait sont les actions de protection des espaces, des espèces, la conservation, les aires protégées, qui ont mauvaise presse aujourd'hui, y compris parfois dans la communauté naturaliste, et que personnellement, je voudrais qu'on discute ça, cette mauvaise presse, parce qu'elles sont quand même le cœur des succès et des actions de cette filière. Allons maintenant vers des actions qui commencent à intégrer d'autres enjeux, qui cherchent une synergie avec d'autres sujets. On trouverait là-dessus, par exemple, tout ce qui est, Denis Couvé en a parlé notamment, tout ce qui est autour du thème de l'usage durable des ressources naturelles, de l'agriculture, de la pêche, des ressources naturelles, de l'environnement pris comme une ressource naturelle, et donc la question de savoir comment est-ce qu'on peut l'utiliser en respectant l'empreinte, en respectant les limites de la planète. C'est un peu un autre type de filière de mesures qui commence à être un peu plus dans une logique intégrative. Et puis allons encore nettement plus loin vers des filières, enfin des actions et des types d'actions qui vont encore plus vers ce mix avec la filière énergie qu'on appelle aujourd'hui les solutions fondées sur la nature. Terme consacré par l'UICN, qui a un peu labellisé ça, etc. Et il s'agit donc en quelque sorte de toutes les actions sur le vivant, dont Luc a parlé à l'instant, par exemple, sur l'arbre, sur la forêt, etc., sur les écosystèmes, sur les ressources naturelles, vues comme moyen soit d'atténuer les émissions, de réduire les émissions, soit d'améliorer l'adaptation. Alors, dans ce cas-là, on se trouve, selon moi, devant le dernier avatar en date d'une longue suite de réincarnation de la même stratégie et la même logique d'action, qui consiste pour les acteurs de la filière biodive ou protection de la nature depuis longtemps, à faire en sorte une sorte d'offre de service à d'autres filières, pour justifier l'importance de son sujet, pour obtenir des moyens d'action, pour se légitimer et pour trouver des synergies stratégiques. C'est bien le sujet de la discussion. Quand j'étais jeune, avant qu'on appelait ça les services écosystémiques, c'est dire si ça fait longtemps, cette stratégie concernait en particulier les zones humides, qui étaient promues comme le moyen de lutter contre les inondations. Certains s'en souviennent peut-être. Et de garantir la qualité des eaux. Avec d'ailleurs un certain succès dans certains cas, en tout cas avec un changement progressif des esprits, y compris des corps techniques, par exemple du corps de l'armée américaine, qui est un peu notre corps de l'équipement dans ce domaine, etc. Et encore avant ça, Bernard Calahorra l'a pas mal montré, c'était la restauration des terrains de montagne, qui a été pendant la fin du 19e et début du 20e une politique d'afforestation très importante, qui était aussi une sorte comme ça, dans cette stratégie d'essayer de mixer des enjeux et d'attraper, et pour certains, là en l'occurrence les forestiers, d'attraper une politique publique, en l'occurrence là la sécurité liée aux inondations et aux coulées de boue, etc. On en a vu une illustration dans l'actualité en Colombie toute récente. Voilà. Donc vous voyez cette série d'avatars comme ça qui sont au fond le cœur aujourd'hui de la manière dont on pense cette énergie. C'est au raccrochage de la filière biodiversité à une autre filière, et aujourd'hui à la filière climat. Et aujourd'hui, effectivement, les solutions fondées sur la nature sont présentes dans les contributions nationalement déterminées à l'accord de Paris, et sont très importantes, mises en avant par une quarantaine de pays. On a fait une publication là-dessus à l'IDRI, que vous trouverez sur le site. Et voilà, on est vraiment là, typiquement dans des enjeux mixtes, en termes de filière, ou disons dans des enjeux de filière biodiversité pensés comme synergiques avec le changement climatique. Or, quand on regarde de près ces actions, et là je ne vais pas m'étendre trop parce que Luc vient de le dire, on s'aperçoit que pour aller vite, elles peuvent recouvrir le pire comme le meilleur. Le pire, c'est la version des solutions fondées sur la nature comme utilisation d'un élément du vivant, en particulier de l'arbre. C'est surtout l'arbre qu'on retrouve, la forêt, la forestation, pour une de ses propriétés,
et une intensification de cette propriété unique. On prend l'arbre comme stockeur de carbone et c'est parti. Ou comme moyen de réduire, d'améliorer la perméabilité du sol et d'éviter les coulées de boue, etc., etc. Et du coup, on peut créer comme ça des forêts de clones d'eucalyptus qui vont remplacer des savanes qui étaient, elles, des trésors en termes de biodiversité. Et le meilleur, c'est la version des solutions fondées sur la nature comme une utilisation des écosystèmes et de leurs propriétés multiples pour l'atténuation et l'adaptation, qui sont effectivement capables de le faire. J'ai vu quelques calculs impressionnants qui montraient que si on réduisait assez considérablement la pression de pêche sur l'océan, la biomasse que ça permettrait de régénérer dans l'océan serait un puits de carbone autrement plus efficace et puissant que d'autres qui sont inventés par des systèmes de bricolage comme ça, comme l'épandage des nitrates d'argent, etc. Alors, on a travaillé sur cette question avec Alexandar et on s'est rendu compte que la situation gagnant-gagnant dans ces types de mesures dépend en fait de deux facteurs dont on a parlé là, qui sont d'une part, quelque part, la conception technique très précise et concrète et technique, les essences d'arbres, la manière dont on génère les peuplements, etc. Et une deuxième chose très importante qui est l'implantation, l'endroit où on implante les mesures, c'est-à-dire qu'est-ce que ça remplace, qu'est-ce que les nouvelles mesures, la forestation, etc., remplacent comme écosystème et comme lieu. Et alors maintenant, poursuivons plus loin vers les actions de la filière climat-énergie, mais aussi avec des dimensions écologiques, et allons du côté des ENR, des énergies renouvelables. Je ne vais pas m'étendre non plus dessus. Vous savez qu'elles sont, elles aussi, problématiques en partie. Ça dépend des endroits, des territoires, de la manière de faire, etc., et des types d'énergie, pour les enjeux de biodiversité. Enfin, à l'autre bout de ce continuum, de ce spectre, je voudrais parler du coup des actions purement énergie ou purement efficacité énergétique. Observons de ce point de vue-là que les actions qui visent à réduire la consommation d'énergie, celles et de matières premières, sont aussi des mesures très positives pour la biodiversité. Et ce sont les mesures qui sont peut-être les plus évidemment positives pour la biodiversité. Autrement dit, tout ce qui va vers une sobriété, la fameuse sobriété heureuse qui a été parfois pensée en réponse à ce que dit. C'est là, pour le coup, pour moi, un sujet qui est intrinsèquement et fondamentalement synergique. Parce que tout ce qui reviendra à moins consommer de matières premières, moins consommer de ressources énergétiques, quelles qu'elles soient, posera moins de problèmes à la biodiversité, permettra de laisser la place aux écosystèmes naturels. Donc voilà. Donc ce que je voulais faire observer, je reviens à ce paradoxe, c'est qu'au fond, on se focalise pour cette réflexion de synergie sur les solutions mixtes qui sont problématiques pour la biodiversité en tout cas, et souvent aussi pour le climat-énergie. Tu l'as dit, elles sont parfois pas si intéressantes que ça sur le plan quantitatif. Alors que du côté des types d'actions qui sont entre guillemets pures ou spécifiques à chacune des filières, il y a peut-être une synergie politique et stratégique plus facile à mener. Est-ce que j'ai encore quelques minutes ou j'arrête là? Peut-être c'est mieux? Ok. Merci beaucoup. Alors, le temps que les micros se dispersent dans la salle, moi j'ai une petite question par rapport à vos interventions. Donc, on voit émerger la difficulté du système complexe. Et ça entre un petit peu en résonance avec ce qui avait été dit ce matin, donc, notamment par M. Fesser sur la question de convaincre les citoyens. Donc comment convaincre les citoyens avec la problématique d'un système complexe sur lequel il y a peut-être encore des savoirs à acquérir. Et la question est, le constat de M. Chabazon qui disait qu'il fallait une priorité scientifique moins dans l'analyse des problèmes que dans les propositions de solutions. Donc avec ce système complexe au centre, vers quelle voie se lancer? Donc le temps que les micros circulent, peut-être une petite réponse et on prendra les questions dans la salle après. Oui. Je peux dire un petit mot. C'est vrai que ce mot complexe, il peut faire peur. En fait, si on regarde le savoir écologique aujourd'hui, on dispose d'une certaine compréhension de ce que ça veut dire, cette complexité. On a identifié, comme dans d'autres sciences, des règles générales. Et je pense que ces règles générales sont en fait ultra simples à appréhender et sont relativement simples à mettre en œuvre. Par exemple, bah oui,
dans la théorie écologique basée à la fois sur de l'expérimentation, etc. On sait qu'il y a un lien entre la diversité, alors cette diversité, ça peut être le nombre d'espèces ou ça peut être la diversité génétique dans les espèces. Il y a un lien entre ça et puis une relative résilience du système, une relative efficience d'usage des ressources, une relative productivité. Il y a un tas d'expériences qui ont été montrées, il y a des explications qui sont extrêmement simples finalement à comprendre. Et donc c'est ça qui me paraît important. Ce mot complexité, il désigne une réalité. Mais la compréhension de cette réalité peut faire l'objet de règles générales, de lignes de force en quelque sorte, dont on dispose et qui ne sont pas mis en œuvre aujourd'hui. On peut pas... Si un agriculteur, par exemple, me demande, pourtant ça fait longtemps que je travaille là-dessus, sur quel bouton j'appuie pour mettre plein de carbone dans mon sol et être très, très sympa avec le climat, je ne sais pas répondre à ça. Par contre, je peux donner un cadrage sur les pratiques qui va aller dans ce sens-là. Parce que ça, c'est des choses qui sont connues. Et donc c'est un message qui me paraît important, c'est que dans la mise au point de ces solutions basées sur la nature, je suis convaincu qu'il y a un sous-usage, une sous-valorisation des acquis de l'écologie, des sciences de l'eau, des sciences... Enfin bref, de beaucoup de sciences, on va dire, de l'environnement. Moi, je voudrais effectivement revenir sur cette question qui est centrale et qui est dans les discussions qu'on a eues et qu'on aura certainement sur cette idée de convaincre. Comment convaincre malgré la complexité ? J'ai pas de réponse définitive, certainement pas sur cette question, mais évidemment, j'y ai réfléchi aussi. Je voudrais dire deux choses. C'est que il faut... Pour réfléchir à cette question, il faut se poser la question de qui on veut convaincre et qui on peut convaincre. Et par exemple, le logiciel, entre guillemets, ou le raisonnement qui consiste à dire, et qui consistait à dire depuis un certain nombre d'années, essayons de convaincre les adversaires, les filières adversaires, enfin les filières qui ont des projets. Quand je dis adversaires, c'est pas forcément, je veux dire, c'est pas un gros mot, c'est les filières qui ont des projets collectifs, légitimes, qui sont soit neutres ou indifférents à l'égard de l'environnement, soit parfois dont les intérêts sont à court terme ou à moyen terme opposés. Je ne suis pas sûr qu'on puisse convaincre et qu'on doive chercher à convaincre. En tout cas, par exemple, l'idée de dire que montrer à... je sais pas quoi, disons par exemple la filière agroalimentaire française, industrielle, que les effets externes de l'agriculture sont tels que, en fait, elle ferait plus de bien en changeant de modèle que le contraire. Je suis pas sûr que ça soit comme ça qu'il faut fonctionner avec elle, que ça puisse marcher. En revanche, il y en a d'autres. Il y a les consommateurs, par exemple, de ces produits, que l'on peut convaincre d'un certain nombre de choses. Et donc voilà, je pense que, en tout cas, c'était pour illustrer l'idée que convaincre, ça se réfléchit en termes de groupe, qui on veut convaincre et de stratégie. Donc comment ils sont positionnés dans l'espace stratégique. Et la deuxième chose, c'est que je pense que, ça c'est en lien aussi avec la discussion de ce matin, c'est que on essaye peut-être trop de le faire aujourd'hui, avec des notions complexes, complexes, abstraites. Et notamment, moi qui suis économiste, je suis d'autant mieux placé peut-être pour le faire, surtout que ça a été mon métier en plus de fabriquer des arguments comme ça, en essayant de fabriquer des arguments d'intérêt particulier, d'intérêt économique. Et je me demande si on ne sous-utilise pas nos capacités à donner des images de ce qu'est l'avenir, pas forcément très lointain, parce qu'on n'est pas obligé d'aller à 2060 ou à la fin du siècle, mais l'avenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans telle région, dans tel territoire, dans la mesure où selon les projets, selon que tel projet politique, selon que telle dynamique, telle tendance se poursuit ou au contraire est infléchie, à quoi ressemblera nos paysages, notre qualité de vie, la qualité de l'eau qu'on boira, etc. Et peut-être que c'est un ressort de conviction qu'on n'utilise pas assez. Merci. On va prendre les questions de la salle. Où sont les micros ? Ici. Bonjour. Merci. Alors justement, en fait, je voulais poser une question à laquelle Yann... J'ai oublié de me présenter moi, mais si vous pouviez vous présenter, pardon. Je le ferai au prochain dialogue. Oui, Agnès Alostri, je travaille à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et donc, on parle beaucoup de convaincre,
Mais je me demandais qui est en charge de convaincre. Là, on a parlé d'alliances à construire, on a plutôt parlé, je trouve, d'alliances en fait sur des thèmes de recherche, mais pas forcément des alliances institutionnelles que ça représente. Et aujourd'hui, on est encore dans un paysage très fragmenté où il y a les acteurs sur le climat, les acteurs de la biodiversité et comme Luc Abadie l'a mentionné aussi, du coup les institutions plutôt portées sur la biodiversité sont un peu vues, Yann c'était toi pardon, qui disait que du coup les acteurs du climat les rejettent. Comment on peut dépasser ces clivages institutionnels où aussi il y a de la compétition pour les ressources, les subventions, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans les associations, qui sont en fait les personnes qui doivent convaincre de ces synergies, et comment du coup inciter à ces institutions spécialistes du climat ou de la biodiversité à dépasser les clivages et à s'allier pour pouvoir faire ce travail de médiation et de conviction. Merci beaucoup. On va prendre une deuxième question et nos intervenants répondront aux deux questions en même temps. Merci. C'est bon, bonjour, donc au fond de la salle. Xavier Poux, ASCA et chercheur associé à l'IDRI. Déjà un commentaire sur le titre Même combat biodiversité et climat. En matière d'agriculture, je peux vous dire que c'est des combats qui sont très souvent opposés. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'argumentaires en matière agricole qui se font au nom du climat. Je pense aux agrocarburants, par exemple, je pense à la méthanisation, je pense à tout un débat sur une forme très efficace d'agriculture qui va objectivement contre des enjeux de biodiversité. Donc, c'est des combats qui sont clairement opposés en matière d'agriculture, et je pense qu'il faut le souligner. Et d'où ma question un petit peu, c'est est-ce que, en fait, est-ce qu'il n'y a pas une co-construction à la fois des objectifs à atteindre et des solutions qu'on a en bagage? C'est-à-dire qu'on reconfigure, mon impression c'est qu'on va reconfigurer les objectifs en fonction de solutions qu'on a en présence, alors qu'en fait, en matière d'agriculture, je reviens là-dessus, on pourrait avoir des choses qui sont opposées. Donc, est-ce que vous observez, est-ce que vous partagez cette hypothèse qu'en fait, en effet, les objectifs sont convergents, mais qu'il y a des groupes d'intérêt qui posent les solutions et qui, du coup, brouillent complètement la question des objectifs, de cette convergence des objectifs. Autour de la question, par exemple, de la sobriété que tu as évoquée, Yann. Merci beaucoup. Lequel de vous deux souhaite commencer? Je vous laisse. Je veux bien essayer. C'est des questions difficiles. Je trouve que c'est des questions à discuter sur lesquelles j'ai l'impression de ne pas avoir de réponse. Je pense que Agnès, tu poses une question centrale et qu'on peut arriver, surtout probablement une bonne partie des intervenants et des participants à cette salle qui font partie des filières, on va dire, techniques et scientifiques. On peut déjà, et qui ne sont pas unifiées, enfin, qui ne sont pas synergiques et qui ne sont pas elles-mêmes tellement en synergie. Donc il y aurait déjà, à mon avis, à travailler à mieux se connaître et se comprendre et quelque part à faire la démarche d'acquisition des savoirs de base des autres filières de l'action environnementale. Mais tu as raison, dans ces cas-là, on en resterait quand même quelque part à la strate technique et scientifique, et ça ne construit pas une alliance institutionnelle, pour laquelle je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est plutôt un sujet de discussion que tu as habilement lancé. Voilà. Et je suis d'accord avec toi, Xavier, et d'ailleurs je pense que l'agriculture illustre bien pour moi ce que je voulais dire, c'est-à-dire que effectivement, dès qu'on essaye de mettre en usage le vivant à travers, en l'occurrence le vivant agronomique quelque part, pour le climat, eh ben, on pose des problèmes à la biodiversité, probablement vice-versa. En revanche, tout ce qui va vers une agriculture plus sobre, en intrants, etc., pas forcément tout, mais en tout cas ça va dans le bon sens pour la biodiversité globalement. Et de même, une agriculture de conservation, elle reste intéressante du point de vue agronomique, de la santé, etc., et d'un certain nombre des objectifs d'une politique agricole. Et donc c'est peut-être aussi là, effectivement, qu'il faut réfléchir, ou en tout cas changer de trajectoire et d'attention
ou en tout cas mettre en discussion le fait que ces solutions mixtes seraient l'essentiel des synergies à mettre en question. Sur l'agriculture, ça se discute très bien. Oui, alors je peux apporter un petit complément sur comment faire pour convaincre notamment les institutions. Moi, je pense que là, on est clairement sur une manière de voir et donc sur un message politique. Il me semble que pour l'essentiel jusqu'à présent, les questions d'environnement, c'était vu comme un enquiquinement, en quelque sorte. Et donc, on essaye de résoudre l'enquiquinement avec des solutions plus ou moins indépendantes les unes des autres. Quand on a un peu de soupe, quand on en a un petit peu moins, on apporte moins de solutions. Je pense que le vrai combat politique qui est à mener, c'est d'expliquer que ces questions d'environnement, c'est pas du tout un enquiquinement, c'est une remise en cause d'un mode de développement, on pourrait appeler ce qu'on employer les grands mots, d'un mode de civilisation, ce qui veut donc dire qu'on est à la fin d'un système, qu'on doit passer au suivant, et qu'il faut donc se lancer dans une période complètement, j'ai envie de dire, débridée, d'innovation. On a tout à réinventer sur une nouvelle manière, finalement, de concevoir notre monde, donc socio-politique, culturel, économique, mais aussi, on parle de ça maintenant de plus en plus, l'idée que quand même, on n'est pas tout seul sur la planète et que notre propre avenir dépend de l'avenir de l'ensemble, et qu'il faut donc construire une espèce de synergie, de partenariat, etc. Donc c'est vrai que c'est un changement un petit peu philosophique et un changement politique de fond. C'est une remise en cause totale d'un mode d'organisation. Mais il y en a eu d'autres des remises en cause, et puis il y en a tous les jours. Le nombre de choses qu'on nous fait avaler parce qu'il y a des contraintes économiques incontournables, par exemple. Voilà. Je pense qu'il y a déjà un premier travail à faire, c'est à remettre ces questions-là au même niveau que les autres et à construire une vision systémique, positive, qui nous engage sur la construction d'un avenir. Alors bon, c'est un petit peu très général tout ça, mais je pense que c'est vraiment ça la dimension politique de la question environnementale. L'autre manière d'avancer, c'est aussi de faire la démonstration. On voit très bien que, par exemple, si dans une région, quelqu'un commence en bio, il va être regardé d'un petit peu de travers. Si ça marche sur le plan économique et technique, finalement, les gens se copient les uns les autres. Et la bonne manière d'avancer, c'est quand même être très démonstratif. Et en matière agricole, ça marche, et il y a beaucoup de pays dans le monde où ça marche. On voit des choses qui relèvent vraiment d'une agroécologie extrêmement innovante, où les gens se copient les uns les autres parce que ça fonctionne. Donc je pense que le côté effectivement démonstratif, le fait que c'est possible, que ça ouvre de nouvelles pistes d'innovation, de nouvelles pistes pour gagner sa vie, etc., ça c'est un point qui me paraît clair. Il faut être très matériel là-dessus. Et puis peut-être la dernière question qui liait finalement les objectifs... disons le recalibrage, si j'ai bien compris, des objectifs en fonction des outils disponibles. Là aussi, je pense que la réponse est un petit peu du même type. En agriculture, par exemple, c'est typique. Ce qu'on fait aujourd'hui, quand même, relève effectivement d'une vision, je pense, un peu étriquée de ce que sont les systèmes vivants agricoles. Il faut là aussi libérer complètement l'imagination. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y a deux agroécologies, une agroécologie classique qui consiste finalement sur les mêmes principes qu'aujourd'hui, être plus efficace et plus propre, vous pouvez concevoir une agroécologie totalement différente en prenant soin de commencer par oublier ce que vous savez déjà. Et ça peut paraître fou ce que je raconte, mais on a des pistes, on a des modèles. Par exemple, la question de la diversité biologique, qui est connue sur le plan théorique depuis 20, 30 ou 40 ans, eh bien, elle a été expérimentée en Chine sur le riz, elle est en cours d'expérimentation en France et ailleurs sur des céréales, et ça marche évidemment. Donc, il faut accepter, il faut refuser les discours qui disent « Ah ben non, on ne connaît pas, ça ne peut pas marcher, etc. » Il faut essayer, il faut tester, et on est assis sur une mine de solutions à la nature. C'est une mine de solutions. Toutes ne vont pas marcher, toutes ne vont pas être utilisables. Mais pourquoi c'est une mine de solutions ? Parce que derrière, il y a le processus d'évolution, de sélection. La nature, c'est quoi ? C'est un assemblage d'organismes qui a subi de multiples changements environnementaux, qui est toujours là. Et donc, c'est quand même des modèles pour réfléchir à ce qu'est la durabilité, l'efficience, etc. Je ne dis pas qu'on va pouvoir tout faire et tout reprendre, mais c'est des trucs qui ont marché, si vous voulez. Donc, on peut essayer de copier. Et ça peut ouvrir des solutions auxquelles on n'a pas pensé. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter un ? Oui, j'avais envie de rajouter quelque chose, mais ça va relancer la discussion. Donc si vous voulez qu'on arrête là...
Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on m'a dit qu'il fallait s'arrêter là, donc on ne pourra pas non plus prendre d'autres questions. C'est à cause de lui, hein, c'est pas moi. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir droit à une pause de 20 minutes maintenant, avant le prochain dialogue. Mais avant, j'aimerais conclure donc, sur cette partie et du coup vous remercier effectivement de repartir donc, sur cette vision systémique dont parlait Luc Abadie et synergique entre les différentes institutions, comme avait été posée la question, pour que les différentes disciplines, institutions et acteurs puissent proposer ces solutions dans le débat public. Et du coup, ça ouvre la voie sur le deuxième dialogue, qui est de savoir comment lever les verrous qui vont permettre à ces propositions de s'instaurer vraiment dans les politiques publiques. Voilà, je vous remercie et bonne pause à vous.